Bonjour à tous, donc Nicolas Authier, je suis directeur du département composants et systèmes de l'université Gustave Eiffel et je vais vous parler avec une autre casquette. J'ai été responsable pendant 10 ans d'un programme qui s'appelait Route de 5e génération. Je vais montrer ce qu'on essaie de faire aujourd'hui puisque Route 5e génération c'est un objectif du COP de l'Exifstar et en fait on essaie de travailler sur la suite dans laquelle finalement les jumeaux numériques peuvent jouer un rôle important. Et comme la session, c'est un peu les routes de demain, moi, la question sur laquelle je travaille, ma question, c'est quoi les routes de demain, hein, et c'est quoi le défi par rapport à la question sur la multimodalité, hein, c'est quoi le défi des routes de demain? C'est qu'on hérite d'un patrimoine routier. En France, on a 1 million de kilomètres, 10 à 12 000 kilomètres d'autoroutes concédées, par exemple. Est-ce que, finalement... est-ce qu'on est capable de concevoir, hein, par exemple là vous avez le réseau francilien magistral, est-ce qu'on est capable de construire ou de concevoir des routes et des rues capables de faciliter la vie en ville, qui soit durable, vivable, tout en conservant une équité d'accès finalement à la ville aux commodités. Donc ça a été notamment l'objet d'une école d'été avec le IVP avant le Covid. Alors ça, c'était le pitch, hein, de la R5G, hein, avec c'est quoi la route de 5e génération? Bah, c'est évident, c'est celle qui est après la 4. Voilà. Donc c'est quoi la 4? Voilà. Bon. Et donc c'était ça, se dire, bah, quand on se déplaçait, et c'est donc lié à nos comportements, si on se déplaçait à cheval, ben, on avait besoin d'une route pavée. Si on avait besoin d'une automobile, si on se déplace en automobile, on a besoin d'une route pour automobile, donc une autoroute. C'est vraiment au sens étymologique du terme. Donc si on refuse demain parce que ce n'est plus acceptable et qu'on veut se déplacer autrement qu'en automobile, donc il faut arrêter l'autoroute. Voilà. Et donc qu'est-ce que ça veut dire, arrêter l'autoroute, et qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Et donc l'idée, comme on ne sait pas, on est dans une prospective de savoir comment on se déplace demain, parce que finalement on pourrait se dire oui, la trottinette c'est génial, et puis il y a quelqu'un qui décide de réglementer, d'interdire les trottinettes. Ça pourrait pas arriver. Enfin, ah si, tiens. Ah tiens, bizarre. Donc on va pas faire une route pour trottinette. Voilà. Donc la question c'est comment on peut créer une infrastructure de transport, hein, qui soit innovante au sens qui s'adapte finalement aux moyens de déplacement que l'on cherche à concevoir, hein, dans le cas d'une mobilité plus durable, plus soutenable, etc. Et donc ça, c'était un programme qui s'appelle Forever Open Road, qui a été initié fin des années 2000 au FERL, dans une association européenne. Alors là, on vous parle du LCPC, hein, d'accord, c'est un des ancêtres de l'IFSTAR. Voilà. Et ce projet se construit, c'était un projet sur 20 ans. Et donc moi je me suis intégré dedans à peu près 2010-2011. Et donc c'est la déclinaison, R5G, c'est la déclinaison française de la Forever Open Road. Et l'objectif, on était dans le lancement du PIA, des investissements d'avenir, et les transports du futur étaient considérés ex nihilo, c'est-à-dire c'était des véhicules du futur sans infrastructure dessus. Le PIA ignorait complètement les infrastructures de transport et le numérique et le digital et la couche d'énergie liée aux infrastructures. C'était des voitures volantes, pour faire simple, hein. C'était comme ça que le PIA 1 était pensé. Et donc on a posé ce projet sur les routes du futur, sur la R5G, dans ce cadre-là, avec un objectif clair, qui était de réussir à faire des démonstrateurs de système pour la route de demain. Voilà. Donc on partait de très loin, puisqu'on n'avait pas de programme du PIA. Donc vous avez ce schéma qui est assez connu aujourd'hui, qu'on peut retrouver dans les manuels scolaires aujourd'hui, donc on est assez fiers de ça. Alors on peut parler de processus d'innovation, c'est quoi le processus d'innovation pour la route de demain, etc. On peut le modéliser en théorie CK, en horizon incertain, etc. Sauf que c'est les équations là, donc je peux vous faire le pitch sur l'équation ou sur les schémas ou sur les processus, mais c'est pas ça l'objectif de la journée. Ce que je voulais vous dire, c'est finalement, c'est quoi les méga trends, les méga tendances. Donc, Pierre-Antoine en a parlé un peu, il y a le véhicule automatisé qui a une tendance ou un driver finalement du changement ou la digitalisation. Hein, aujourd'hui, on parle de digitalisation. Aussi la décarbonation, le fait de circuler en véhicule électrique,
par exemple, c'est un méga trend aussi, avec des enjeux de en quoi l'infrastructure peut supporter ou accompagner ce mouvement. Et donc, par exemple, je vais prendre, vous avez peut-être entendu parler de routes solaires il y a quelques années, sur finalement une route énergétiquement intégrée. C'est la faute de Bibi, en partie, c'est pas que ma faute, mais en tout cas, ça faisait partie des sujets qu'on a réussi à faire ouvrir en 2015-2016 et qui a permis d'engager un certain nombre de premiers projets, de première génération de projets de démonstrateurs sur la R5G et de démontrer ou de penser finalement la conception de la route de demain à un passé de ce qu'on appelle du modèle VIC, le modèle véhicule infrastructure conducteur que certains ont appris à l'école. Il n'y a plus de cours de route, je crois, à l'ENTPE, mais quand il y avait des cours de route à l'ENTPE, on appelait le modèle VIC. On avait même des laboratoires à l'IFSTAR qui s'appellent laboratoires sur le VIC, qui n'existe plus. Et donc aujourd'hui, finalement, le VIC, comme finalement on digitalise le conducteur, on remplace par de l'information et qu'on internalise la propulsion, quelque part, c'est plus un moteur thermique, c'est un moteur électrique, éventuellement alimenté par l'infrastructure de transport. On passe du système VIC au système de système, VI2E, que j'ai essayé de vous schématiser, avec une première génération de projets schématisés ici, voilà, avec les usages au cœur. Et donc, bon an, mal an, pendant ces années, on a été interpellés, on a présenté, on a discuté avec un certain nombre de collectivités gestionnaires de routes, ce qui a permis de construire une représentation des besoins, d'accompagner, d'éclairer finalement l'expérimentation avec les collègues du CEREMA notamment. Et donc on a travaillé avec la Loire-Atlantique sur la route de demain, l'agenda des mobilités d'Aix-Marseille, la VIREF 3 en Hauts-de-France, le livre blanc des mobilités en Île-de-France. Et donc tout ça, ça nous a permis un peu de comprendre c'est quoi finalement la route de 5e génération. C'est un ensemble, c'est plutôt un schéma de mobilité multimodale qui va combiner du rail, de la route, de la trottinette si vous voulez, avec finalement une représentation comme ça entre l'échelle d'aménagement, le bassin de mobilité, ça c'était un acquis de la LOM, je ne sais pas en pratique comment ça se traduit aujourd'hui, la métropole, la ville, l'îlot, et à chaque fois vous avez une intersection avec l'infrastructure de transport. Donc l'interaction entre l'îlot et la route, ça va peut-être s'appeler la rue, cette rue peut chauffer le bâtiment. D'accord ? Donc comment on peut aider ou refroidir, etc., climatiser. Ou alors, sur autoroute, on va avoir des corridors écologiques qui vont croiser. Donc vous avez des mobilités routières qui vont croiser des mobilités animales ou des mobilités de faune et de flore de manière plus générale. Donc ça, on a construit ça et on a stabilisé ça fin des années 2010. Donc à peu près au moment du Covid, on a à peu près stabilisé. Et donc aujourd'hui, on est dans une troisième phase du projet, où on essaie de passer justement des démonstrateurs aux pilotes de service. Et les pilotes de service, c'est là où finalement le jumeau numérique est très intéressant, parce que c'est là où on va pouvoir résoudre des problèmes grâce au jumeau numérique qu'on ne pouvait pas résoudre classiquement par rapport à la R4G. Alors, Pierre-Antoine en a parlé sur le véhicule autonome. Donc, je vous donne quelques projets de nouvelle génération. Donc, Augmented CCM, c'est un projet européen sur en quoi, finalement, l'infrastructure physique et digitale se complètent, finalement, pour permettre aux véhicules autonomes de circuler. Alors, je vais vous donner un exemple tout bête, mais qui n'est non résolu. C'est quel est le niveau d'entretien optimal pour permettre à un véhicule autonome automatisé de circuler, notamment pour les lignes blanches. D'accord ? Donc les marquages servent d'amer visuel pour localiser les véhicules. Est-ce qu'il faut les entretenir plus, moins ou pas ? André, tu as peut-être une idée ? Et en fait, c'est pas évident parce que la détection dans les capteurs du véhicule autonome, ça va dépendre de leurs capteurs. Ces capteurs prennent en compte l'environnement. Et donc, si on ne prend pas en compte l'environnement, le bruit visuel que va générer finalement l'environnement sur la détectabilité de l'objet marquage, on a tout faux. Et donc, le JN peut aider dans cette optique-là. Deuxième exemple, alors on parlait tout à l'heure de segmentation route-rail, multimodalité, etc. Alors moi, route-rail, même combat, je ne vois pas de différence, surtout quand on a des projets, donc là, pour les France 2030, avec des véhicules autonomes routiers qui vont aller sur les rails. D'accord, et qui vont réexploiter les anciennes lignes, les petites lignes ferroviaires. Donc là, quel statut du passage à niveau, comment on va le représenter,
etc. Quel est l'état des petites lignes? Est-ce qu'elles sont en état de faire circuler? Comment rajouter la couche digitale? Comment on va alimenter? Bref, encore plein de sujets. Donc là, par exemple, on a 8 thèses sur ce sujet financées, sur ce projet FlexMove. Un autre programme que je porte avec mon bâton de pèlerin, c'est le sujet de l'électrification autoroutière. Donc, est-ce qu'il faut ou pas comment on fait demain pour décarboner le fret longue distance? Réponse facile, on met les camions sur des trains. Ok, très bien. Et on fait comment en 2030? Ah mince. Ah, je croyais que... Voilà, bon. Donc 2030, on ne sait pas faire. Si on commence à électrifier les camions avec des grosses batteries, en fait, les camions ne porteront que leurs batteries. Voilà. Donc c'est bien, mais ça fait un peu les Shadocks hein, qui pompent. D'accord. Donc est-ce qu'on ne pourrait pas faire comme le train, fait finalement électrifier l'infrastructure qui, elle, vient propulser le véhicule et on met des plus petites batteries qui permettent de desservir le territoire. Bah, c'est tout simple, c'est les circuits 24, c'est ce qu'on faisait quand les jouets. Bah, faisons-le en vrai. Et comment le problème, c'est comment on va dimensionner tout ce système, comment on va le maintenir, l'entretenir, etc. Et donc là, le jumeau numérique est très intéressant. Voilà, ça c'est une partie, c'est mainstream, on y est. Alors ça, c'est pas la route de l'Anthropocène. Hein, la question, c'est quand on déploie tous ces objets, tous ces nouveaux moyens de transport qui sont inscrits dans la stratégie nationale d'accélération, digitalisation, décarbonation des mobilités, la question, c'est l'évaluation environnementale hein, de tout cet ensemble. Parce que si on électrifie les poids lourds, on va peut-être mettre plus de panneaux solaires, renforcer les réseaux électriques et on va peut-être avoir un impact plus grand que ce qu'on voulait résoudre. Donc attention, donc on ne sait pas bien exactement dans quelle zone on va tomber. Donc la route de l'Anthropocène, c'est l'extension ou l'évaluation environnementale, ou l'ACV 4.0, on peut faire du greenwashing de termes, si vous voulez. Mais en tout cas, ce que je vois, c'est l'optimisation du système VI2E. Hein, ça ouvre la voie à une espèce de réglementation, comme dans le domaine bâtimentaire, un E+, C- routier. Voilà, d'accord. Donc, et en quoi, finalement, le jumeau numérique va nous permettre de simuler des scénarios et d'aider à l'évaluation environnementale de l'ensemble, à grande échelle. Mais c'est encore insuffisant. Hein, et donc, ce qui est insuffisant, c'est notre cadre VI2E, parce qu'il oublie l'atmosphère et il oublie le corridor écologique dans lequel se placent les infrastructures. Et donc, on trace ici un modèle hein, avec de nouvelles interactions ici entre flèches. Vous voyez ici, finalement, hein, les interactions entre les composants de la R5G, la route électrique, la route à énergie positive, la route évolutive, la route coopérative, le corridor écologique et le corridor décarboné, donc l'atmosphère. Et donc, je vais vous donner deux exemples en quoi, finalement, on peut capturer le CO2 le long des infrastructures, hein, par, finalement, capture naturelle, puits de carbone. Et là, en quoi le JN peut aider en ayant la cartographie des sols, voir les lieux les plus favorables à. Ah oui. Donc là, vous avez, par exemple, une start-up SoIS, du groupe Aegis, qui travaille sur ce sujet. Et nous, on travaille, par exemple, sur le monitoring opportuniste de la faune, de la flore, avec l'IGM notamment, hein, dans le cas de la Fondation Ferrec. Et on travaille sur le monitoring environnemental, par exemple, l'évaluation des politiques de qualité de l'air, utilisant, par exemple, les capteurs ou les caméras qui seraient le long des routes pour avoir un regard, finalement, à l'échelle nationale d'une politique nationale d'amélioration de la qualité de l'air. Et donc ça ouvre la porte, hein, toutes ces questions de route de l'Anthropocène ou d'évaluation environnementale de la route de demain, finalement ça ouvre la porte à plein d'autres thèmes de RDI. Et donc on travaille au niveau européen avec le ministère de la Transition écologique sur un agenda de recherche hein, sur tous ces sujets. Voilà. Alors je vais vous passer l'acronyme. Donc ça, route de l'Anthropocène, un concours d'acronymes, si ça vous intéresse de jouer avec nous. Donc j'appelle ça TRACE. Voilà, vous voyez un peu toutes les subtilités qu'il y a derrière cet acronyme. Et donc, on essaie de pousser ça aussi, notamment à travers la récente fondation Université Gustave Eiffel. Voilà, en guise de conclusion et de perspective, j'ai essayé de faire très très vite. Bon, ce qu'on voit, c'est les mégatrends d'automatisation et d'intégration énergétique des routes de demain.
Ce qu'on a essayé de faire pendant 10 ans, c'est de réaliser, de trouver les moyens de faire des démonstrateurs de la route de demain, de la R5G. Les différents territoires sont convaincus, sont alignés dans cette direction parce qu'ils ont beaucoup de problèmes. En milieu urbain, donc j'en ai pas parlé, Fabrice va essayer d'enchaîner s'il reste du temps, pour essayer de transformer les artères urbaines en rues à santé positive. En milieu urbain, c'est l'enjeu principal aujourd'hui, c'est de décarboner le fret longue distance et également de repenser la relation des territoires, des autoroutes au territoire et ainsi proposer une approche plus bouclée entre ville et campagne pour permettre l'atteinte des ODD, cette fois-ci objectif du développement durable. Je vous remercie. Merci beaucoup pour la présentation. Je pense qu'on a le temps pour une question. Est-ce qu'il y a une question du public? Bonjour, merci pour votre présentation. Moi, j'aurais une question. Comment est pris en compte le fait que quand vous lancez de nouveaux projets de grande infrastructure, c'est un engagement que vous prenez sur, comme vous dites, sur des dizaines et dizaines d'années, et comment ça s'est pris en compte, et le fait qu'on a aussi tout cet héritage que vous disiez de routes, par exemple, qu'il va falloir gérer, qu'il va falloir peut-être entretenir, ou peut-être à un moment décider de ne plus entretenir. Est-ce que ça s'est pris en compte? Nous, ce qu'on essaie de montrer, c'est la capacité de faire évoluer le système. Donc la réaliser, faire des démonstrateurs, considérer que c'est dans les investissements d'avenir que de penser ou de tester ou de faire évoluer. En fait, c'est sortir d'un silo conservatif. Comme on ne sait pas, on fait comme d'hab. Voilà. Donc c'est exactement ça qu'on essaie de faire, c'est de rendre la chose plus malléable, plus souple, et pas forcément normaliser la chose dès qu'on a de la bonne idée. Voilà. Donc c'est exactement ça, et c'est dans cette voie-là. Je n'ai pas la réponse. Hein. Autrement, voilà. Après, vous pouvez aller le voir, on peut aller dans la polémique sur la rente autoroutière, vous allez voir les rapports de l'Inspection générale des finances qui proposent par exemple de raccourcir les durées de concession. Hein, parce que finalement, si j'ai 70 ans devant moi, aujourd'hui on ne peut plus se permettre des concessions à 70 ans compte tenu de ce qui arrive. Parce que ça veut dire qu'on saurait déjà les solutions qui vont être bien pour atteindre les 2050 et la neutralité carbone. Donc est-ce que c'est la bonne solution ou pas? Mais en même temps, si on fait trop court, ça veut dire que on est peu engageant, on est peu prescriptif, et dans ce cas-là, c'est sûr, on va se planter. Voilà, donc on est en plein dans ce paradoxe, et suivez l'actualité, c'est des sujets qu'on entend quand même dans les médias beaucoup parler, mais personne aujourd'hui n'a la bonne réponse, j'ai l'impression.